Merci, bonjour à tous. En fait, j'ai envoyé le PowerPoint il y a un quart d'heure depuis le train, donc c'est pour ça qu'il le reçoit juste. Et donc c'est entièrement de ma faute. Merci pour l'introduction, merci à tous. Si 1083 a grandi comme ça, c'est parce que des clients commandent nos jeans. Et en fait, la taille que l'on a aujourd'hui n'est que le fruit des commandes de nos clients. Il y a 6 ans, donc j'ai démarré en voulant lancer un jean entièrement made in France, le plus made in France possible, et éco-conçu, entièrement éco-conçu. Et donc j'ai lancé cette marque en financement participatif. Vous connaissez peut-être la logique du nom. Super. Merci Baptiste. Donc voilà, on s'est lancé en financement participatif avec l'espoir de vendre 100 jeans. Au final, 2 mois plus tard, on en a vendu plus de 1000. Et donc grâce à ça, on a lancé une filière bien plus importante qu'on ne l'imaginait. Pour vous donner une notion de notre progression, lorsqu'on a démarré en 2013, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 65. On a créé 150 emplois. Enfin non, vous avez créé 150 emplois, dont 65 emplois directs. Donc voilà, ce succès, il est fragile. L'ambition, c'est de durer. C'est pas de rouler en Ferrari, même si j'aime bien le rouge. Donc du coup, le but du jeu, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche la plus robuste possible. Au niveau commercial, notre démarche a toujours été la même, d'être le plus cohérent et dans une totale transparence pour créer un lien de confiance avec les consommateurs. Quand on aime le vin et qu'on va chez Leclerc acheter une bouteille de vin, et ben en fait, on fait un achat rationnel sans trop d'émotion. À partir du moment où on fait ce même achat de cette même bouteille de vin chez le vigneron, et ben c'est magique, le vin il devient meilleur. Et donc c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Alors grâce aux réseaux sociaux, à travers Instagram, Facebook, bien sûr, mais aussi grâce au tourisme industriel, c'est-à-dire que nos ateliers, notamment un roman, on les a organisés pour qu'ils soient ouverts au public. Et donc toutes les semaines, on a des groupes de clients qui viennent découvrir ce que l'on fait, rencontrer les couturières. C'est très important pour les consommateurs parce que ça permet de voir en vrai que le jean ne pousse pas sur un arbre. Mais c'est aussi très important pour les couturières parce que ça donne du sens à leur boulot. Si les clients ne disent pas aux couturières c'est génial ce que tu fais tous les jours, et ben en fait elle va très peu l'entendre parce qu'entre nous on se dit pas c'est génial ce que tu fais. Donc du coup c'est très important qu'il y ait une proximité totale entre le consommateur et les gens derrière leur machine. Donc là, on voit par exemple Maria avec nos machines à coudre à l'atelier à Romans. Plutôt que vous présenter 1083, l'histoire, etc., je me suis dit que parmi vous, il y avait peut-être des gens qui voulaient créer des marques, etc. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous dévoiler notre logique, notre modèle économique, notamment commercial, pour peut-être que ça vous aide dans vos projets à vous. Lorsque la France s'industrialisait pendant les 30 Glorieuses, la démarche n'était qu'au circuit court. Un bonhomme créait un atelier, il ne se cassait pas la tête en créant une marque, etc. S'il fabriquait des chaussures à Romans, par exemple, eh bien, il appelait ses chaussures de son nom et de son prénom. Donc, par exemple, Charles Jourdan, Stéphane Quédion et compagnie. Il vendait ça à des consommateurs qui vendaient au consommateur final. Non, il vendait ça à des revendeurs, pardon, qui vendaient eux-mêmes à des consommateurs finaux. Et donc, il n'y avait que 3 acteurs, le fabricant qui est aussi la marque, le revendeur et le consommateur. À partir du moment où ces entrepreneurs-là, qui ont souvent démarré après-guerre, ont cédé leur entreprise dans les années 70-80, eh bien en fait, on est passé dans une logique un peu plus gestionnaire. Et donc, comme l'activité a pris de la taille un petit peu, les repreneurs, parfois, ont une logique un peu plus business, en s'intéressant principalement à la marque et moins à la fabrication, parce que fabriquer, ça salit les mains, il y a des ouvriers, ça coûte cher et c'est pas très rentable. Donc du coup, beaucoup de marques se sont comme ça dit, tiens, moi je vais me positionner, je rachète tout, mais je vais refourguer la production et je vais conserver que la marque. Et du coup, à partir des années 70-80, les marques sont devenues un intermédiaire qui n'existait pas avant. Et ces intermédiaires qui se sont positionnés entre les fabricants et les distributeurs, eh bien, se sont fait une petite place. Alors comme ils ne pouvaient pas augmenter le prix de vente des consommateurs parce que du coup ça faisait trop cher, ensuite ils changeaient de marché, le seul moyen pour elles de gagner de l'argent, eh bien, en fait, c'était de produire moins cher. Et donc c'est comme ça qu'elles ont délocalisé et au point d'augmenter le nombre d'intermédiaires, plus nombreux, plus gourmands.
et du coup de multiplier les coefficients multiplicateurs. Donc en fait, c'est x10, mais en fait, j'aurais dû écrire divisé par 10 parce que bien souvent, le prix n'a pas tellement changé pour le consommateur. Mais par contre, les marges ici ont beaucoup changé. À partir des années 90, des commerçants plus malins que les autres se sont dit, ben moi, je m'appelle Decathlon pour le Nord, ou je m'appelle H&M, ou que sais-je. J'ai 200 magasins en France. Je distribue des chaussures Adidas, par exemple. Elles me coûtent 40 €. Je les vends 80. Mais avec tous mes magasins, si je me fournissais directement là où produit Adidas ces chaussures, eh bien, au lieu de les acheter 40, je les achèterais peut-être 10 €. Et du coup, si je les achète 10 €, peut-être que je peux les vendre 40 €. C'est-à-dire que je gagne plus d'argent qu'en vendant Adidas. Et pour autant, pour le consommateur, c'est moins cher. Et donc, toutes ces enseignes de fast fashion ont fait une forme de circuit court, puisque du coup, ils ont positionné la marque au niveau du détaillant. Et donc, on a retrouvé une certaine simplicité de la filière de distribution avec 3 acteurs, le fabricant délocalisé, le commerçant marque et le consommateur. Eh bien, en 2013, quand j'ai voulu lancer 1083, quand j'ai compris qu'en fait, en tant que commerçant, je pouvais créer mes propres produits, eh bien, je me suis dit, si Levi's et H&M fabriquent leurs jeans pour 10 € au même endroit à peu près, et que l'un le vend 30 et l'autre le vend 100 €, eh bien moi, je vais essayer de faire un peu le combo des deux, c'est-à-dire que je vais essayer de vendre des jeans au prix de 100 €, mais avec le même modèle économique que mes confrères commerçants, c'est-à-dire en achetant directement au fabricant. Sauf qu'il ne m'intéressait pas d'acheter pas cher pour vendre pas cher. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir tout ce que je pouvais relocaliser et co-concevoir avec un budget de 100 € divisé par 3, c'est-à-dire 33 €. Et ma surprise en 2013 a été de constater qu'avec 33 €, je pouvais eh bien, fabriquer un jean en coton bio, filé, teint, tissé et confectionné en France. Et donc j'ai compris à ce moment-là que notre enjeu de compétitivité, c'était peut-être à la marge une histoire de coût du travail, mais c'était surtout une histoire de coût de la distribution, qu'il est assez facile finalement en tant qu'entrepreneur de simplifier, d'autant plus aujourd'hui avec le numérique. Et donc on a démarré comme ça. Et puis au bout d'un an ou deux, grâce au succès de la campagne de financement participatif, eh bien, il y a plein de commerçants, poussés certainement par des demandes de consommateurs, qui nous ont appelés pour nous dire « on aimerait bien distribuer vos jeans ». Et nous, on leur a dit ben, « on est désolé, on est dans une forme de circuit court. On n'a pas la place pour vous intermédiaires ». Et puis on a réfléchi un petit peu, et puis on s'est dit « mais en fait, les commerçants, ils ont besoin d'une marge de 50%, un coefficient de 2,4. Pour ceux qui... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle. En gros, un vêtement qu'achète 10 € un commerçant hors taxe, il va vouloir le vendre 24 €. Ce qui correspond à une marge de 50%. Il l'achète 10, il le revend 20 hors taxe, plus la TVA, ça fait 24 TTC. 24 divisé par 10, ça fait 2,4. Si, ça voudrait dire qu'un commerçant, en fin d'année, il fait 50% de marge. Mais en vrai, un commerçant, il ne fait pas 50% de marge parce que 3 mois en gros sur 12, il fait les soldes. Et donc sa marge, elle n'est pas vraiment de 50%, mais elle est de 40%. 40%, c'est un coef 2. Donc on s'est dit, bah tiens, au lieu de rentrer dans cette logique des soldes qui ne veut plus dire grand-chose et qui n'est pas du tout légitime pour un produit non saisonnier comme le jean, et si on vendait nos jeans aux commerçants avec une marge normale, c'est-à-dire la marge dont il a besoin sur son bilan à la fin de l'année, c'est-à-dire 40%, c'est-à-dire un coef 2. Et là, notre jean à 100 €, ça veut dire qu'au lieu de devoir lui vendre en gros 40 €, c'est-à-dire à peine plus cher que les 33 € de coût de revient, ce qui ne nous permet pas de vivre, on s'est aperçu que si on le leur vend 50 € hors taxe, ils ont un coef 2, donc 40% de marge. Et nous, qui le vendons 50 € hors taxe en l'achetant 33,50 € hors taxe, eh bien, ça nous laisse une marge de grossiste de 30%. Et grâce à ça, eh bien, on a réussi, en fait, sans faire les soldes, on réussit à positionner le détaillant comme intermédiaire entre nous, 1083, et le consommateur. Ce qui nous permet d'augmenter la visibilité de la marque, ce qui nous permet de choisir comment on veut être distribué. Par exemple, nous, on privilégie clairement les centres-villes par rapport aux zones industrielles. Et par contre, il y a un deal, c'est que le commerçant, il est d'accord pour acheter qu'avec un coef 2, à la condition qu'il n'ait pas d'invendu, parce que sinon il va devoir solder.
Et donc, ça nous impose, nous, de reprendre à vie ces fins de stock. Mais du coup, c'est plutôt simple parce que si on a comme épée de Damoclès le fait de devoir reprendre ces invendus, eh bien en fait, on va être dans une logique de production en flux tendu, donc très adaptée à la production de proximité quand on fait du Made in France. Donc, si on est dans un système où on ne produit pas beaucoup de stock et où on limite finalement les kilomètres, la distance entre tous les acteurs, eh bien on arrive à faire un business model où les fabricants en France, la marque en France, le détaillant en France et le consommateur en France, eh bien, vivent correctement avec un prix de vente qui reste compétitif des prix du marché. Alors, c'était un peu technique, mais plutôt que de raconter les 1083 km entre Menton et Port-Spodère, etc., je trouve que c'était peut-être plus intéressant. J'avais rajouté quelques slides. Après, j'ai peut-être dépassé mon quota. Le micro va... Bon, c'est gentil, mais ne me dis pas ça, c'est très dangereux. Ok, merci. L'autre truc très important au niveau industriel, c'est qu'on ne croit pas à la grosse usine qui fait tout. C'est très dangereux de faire ça. Si on dit qu'on veut vraiment bâtir une filière, alors on doit penser sur le long terme et on doit essayer de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. À Romans, par exemple, on avait des champions de la chaussure qui étaient 1000, 2000, 3000 dans des usines, mais dès que ces grands ont connu des difficultés, ça a été un carnage social à Romans, avec tous les sous-traitants qui sont morts d'un coup. Et donc nous, par rapport à ce développement très concentré, ce qu'on préfère, c'est un développement un peu cellulaire, c'est-à-dire qu'on multiplie les partenariats avec différents tisseurs, filateurs, confectionneurs français, pour ne pas avoir nos œufs dans le même panier, et en même temps qu'on les fait travailler, on ne veut jamais être leur seul client pour qu'eux-mêmes soient résilients vis-à-vis de nous, et si jamais on connaissait des difficultés, eh bien qu'on ne les mette pas du coup sur la paille du jour au lendemain. Ça, c'est du coup très riche, très intéressant, parce qu'on rencontre plein d'ateliers et d'histoires de vie géniales. Par contre, c'est un peu dangereux parce que quand, comme moi, on ne connaît pas le textile quand on démarre, eh ben en fait, moi, je me sentais un peu comme chez le garagiste au début, c'est-à-dire que quand j'avais une bagnole, j'y connais rien. Il peut me dire tout ce qu'il veut, quel que soit le prix, je vais dire oui, parce qu'en fait, je ne suis pas compétent. Et donc, pour avoir une relation intelligente, je dirais d'égal à égal, eh bien, on a décidé que tout ce que l'on faisait faire, on devait apprendre à le faire nous-mêmes. Donc, on a créé l'atelier de confection à Romans. On a investi dans un métier à tisser. On a investi dans une machine laser pour le délavage des jeans. À chaque fois, bien sûr, il y a les enjeux environnementaux derrière. Et malheureusement, lorsqu'une de nos filatures tisseurs a connu des difficultés en 2018, Valeroy Industries, eh bien, on est intervenu avec leurs équipes pour reprendre cette activité, ne pas la perdre et garder en France une des dernières filatures en France, qu'on a depuis spécialisée en coton bio. Et donc, tout ce travail sur la filière qu'on a pu faire, c'est juste parce que depuis 5-6 ans, même si on est très jeune, depuis 5-6 ans, on s'est habitué à cette culture du textile, à ces métiers, à ces spécialités. Et du coup, ben on a pu être prêt pour sauver un partenaire très important pour nous, qui du coup poursuit son activité aujourd'hui. Donc, si vous lancez votre marque de mode, moi je ne peux que vous intéresser à ne pas rester une agence de communication, à ne pas rester derrière vos ordinateurs, mais à aller visiter les ateliers, à aller acheter des machines à coudre. Alors bien sûr, selon les produits, c'est plus ou moins simple, mais c'est vraiment extrêmement riche. Et même si c'est très laborieux, ça permet, quand il y a des difficultés, d'être un peu plus en capacité de réagir que si on ne sait pas ce qui se passe derrière les produits qu'on achète. La proximité a trop d'atouts pour ne pas en profiter. Et quand on fait du Made in France, c'est vraiment un des énormes atouts que l'on vit. Bon, ça c'est la carte avec tous nos fabricants. Donc on file dans les Vosges chez Tissage de France, cette fameuse filature qu'on a repris et qui est maintenant spécialisée en coton bio. On teint d'abord dans le Nord et dans la Loire. On tisse ensuite dans les Vosges, dans la Loire, chez Tissage de France et chez Tissage de Charlieu. Puis on confectionne à Bobigny, à Romans et à Marseille. Ça c'est pour
pour les jeans. Bien sûr, pour les chaussures, il y a aussi la même carte, mais restons simples avec le jean. Finalement, la dernière étape qu'il nous restera à relocaliser, c'est le coton, qui ne pousse pas en France. Et du coup, pour y arriver, on a deux stratégies. Soit attendre quelques temps, si on fait tous l'effort de bien prendre l'avion, de bien rouler en diesel, et ben, peut-être que bientôt on pourra produire du coton en France. Première possibilité. Deuxième possibilité, en fait, on a des tonnes de coton en France. Ce sont nos vieux vêtements. Et donc, depuis 3 ans, grâce à EcoTLC, eh bien, on fait de la recherche pour apprendre à extraire le coton des vieux jeans. Et donc, notre stratégie ne consiste pas à effilocher les vêtements, mais à les détisser et à les défiler. Et donc, on est en train d'y arriver. Normalement, on devrait industrialiser, on devrait devenir producteur de coton en France fin 2019 ou début 2020, grâce à cette filature qui devait fermer l'an dernier. Donc, il y a encore plein de travaux à mettre en œuvre pour y arriver. Mais si ces enjeux d'économie circulaire vous intéressent pour vos marques, etc., bien sûr, Tissage de France n'est pas 1083 ne charge Tissage de France qu'à 5%. Donc 95% de l'activité de Tissage de France et de la vie de Tissage de France est liée aux marques externes pour lesquelles on travaille. Et donc si ces enjeux d'éco-conception, de coton bio, de coton recyclé vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà une photo de la filature de Rue-sur-Moselle dans les Vosges. Je crois que c'était la dernière diapo. Et je crois que j'ai passé mes 4 minutes là, non ? Allègrement. Bon, merci de votre accueil. Alors, on a un exemple vraiment